pas la Méditerranée. Ici, marée basse et marée haute. Ils sont juste en face des portes. Et puis, bon, ça m'arrête le temps que j'ouvre. J'ai plein de boutons sur ma console, mais j'en ai aucun qui permettent à la mer de monter plus vite. J'ai pas ce pouvoir-là. Sinon, il y a longtemps que j'aurais appuyé dessus. A plus, salut. J'ai toujours travaillé de nuit. Avant l'hôtellerie, c'était un rythme particulier, mais j'avais des clients au bar, ce genre de choses. Ici, hormis un bateau qui rentre, qui va m'appeler, j'ai personne. Alors, vous voyez le feu vert qui va clignoter. Dans le large, vous verrez un tout petit éclat, mais vraiment minime, entre les deux derniers feux bleus. C'est la pointe nord-est du Cotentin. Parfois, il peut y avoir un documentaire sympa sur la télé. Et puis, je sais pas, on pense, on réfléchit. Ça cogite beaucoup. Je suis quelqu'un de solitaire, donc la nuit, j'aime bien. Il y a déjà plus de bruit de fond. On entend la mer, on n'entend pas la circulation, les gens qui parlent. C'est une chose à part, c'est un monde à part. Un rythme aussi à part. L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors ? Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là ? Ça fait 50 ans que je dors plus. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Juzo. On sort le jour, donc, et la nuit. Pourquoi on ne sortirait pas ? De sa cabine, le gardien du port de Grand Camp, en Normandie, Dimitri, jette un œil par la fenêtre pour voir les chalutiers passer les portes de l'écluse. Je crois que j'ai jamais autant parlé dans la cabine d'écluse. Je vous dérange pas ? Non, du tout. Je rejoins les quais où déjà s'entassent les palettes chargées de la pêche de la journée. Ça crie, ça cogne, ça s'interpelle. Et les lumières des bateaux, les spots blancs sur le port, donnent des allures de fête foraine à la Seine. Ça c'est Trooper, la bolle nain c'est Trooper, le jaune la bolle c'est Jep, la bolle c'est Jep, là c'est Jep, et là c'est Grand Camp, J'évite les chariots, enjambe 3 caisses et déchiffre le nom des bateaux pour trouver celui qui m'embarque cette nuit. L'Alter Ego. Tu mets deux comme ça, et un comme ça, comme on faisait l'assiette. Nous, on est pêche côtière, donc ça fait 12 mètres. Après, il y a encore plus petits. Des 10 mètres aussi qui font le même métier que nous. Mais aussi, il y a les caseilleurs, où c'est des tout petits bateaux de 8-9 mètres. Nicolas, matelot sur l'Alter Ego. Nous, on rentre tous les jours. Grand maximum 48 heures, on va dire. Après, ça va partir plus sur les 20-25 mètres. Ils font des marées de 4-5 jours et rentrent livrés, mais ils repartent aussitôt. On part le lundi et on rentre le mardi d'après. Par contre, dans ces 8 jours-là, au bout de 2 jours ou 3 jours, on revient porter notre poisson. Jérôme, marin-pêcheur au large sur l'Europe. Mais on repart aussitôt. On n'a pas le temps de dire bonjour à la famille ou un petit bisou. C'est pour ça que j'ai une marée complète, c'est 8 jours. Et puis après, il y a les gros bateaux, aussi usines, qu'on entend parler pas mal, quoi. C'est un autre mode encore, c'est autre chose, c'est des usines, quoi. C'est des usines flottantes. Ouais, j'ai rien marqué, hein. Cette nuit, ils pêcheront la coquille Saint-Jacques. D'autres nuits, c'est la sole ou d'autres poissons de fond. Il y a des espèces qui sortent le jour et des poissons insomniaques. Épisode 8. Pêcher dans le noir. Il est 22h quand Nicolas et Maxime, les deux matelots, ont fini de décharger la pêche du jour. Le capitaine Quentin a rallumé le moteur. Sur le pont arrière, les caisses vides, les câbles du chalut et la ferraille du treuil vibrent sous la cadence du moteur. Les vagues s'écrasent contre la coque. Je rejoins Quentin, au chaud dans la cabine de pilotage. Les gars sont en bas dans le carré, devant une émission de télé. Là, on sort du port, faut faire un peu gaffe.
Déjà, moi, j'ai les gens de la terre qui partent à la mer de nuit, quand ils sont pas habitués, ça leur fait... Tu vas pas voir devant, tu vas pas voir l'horizon. Enfin, nous, on a des repères que vous... Enfin, je veux pas dire qu'on est une race à part, mais on développe autre chose, quoi. Je veux dire, dans le regard... Rouge à bâbord, vert tribord. Après, tu as les feux en haut du bateau, vert et blanc pour un bateau de pêche, blanc tout court pour un bateau à propulsion mécanique. Mais ça, c'est des règles de barre. Ça le fait, quoi. C'est pareil que le jour, pratiquement. Après, on va voir, quand on va s'écarter, tu vas voir la lumière de la côte aussi. Ça va être sympa. Là, on va longer Saint-Laurent, Colville, toutes les plages du débarquement, en fait. À côté du Havre, tu te rends compte que c'est tellement une grande ville qu'il y a tellement de lumière, tu penserais que le jour se lève tout le temps. Pour les oiseaux et tout ça, ça doit les perturber, mais je pense que ça doit être le cas parce que c'est impressionnant. Mais là, on va être trop loin, tu vas pas voir. Avant de monter à bord, je sais où je vais aller déjà. Ça veut pas dire que j'ai raison ou là où je vais, mais j'ai déjà fait mon truc. Après, c'est l'instant T quand on manœuvre avec d'autres bateaux et on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que je sais déjà où je vais, quoi. Et d'ailleurs, on dit toujours dans la pêche qu'il faut toujours rester sur la première décision. Faut pas changer en cours de route ou machin, quoi. Des fois, bonne ou pas bonne, hein, l'intuition. Enfin, ouais. Elle est bonne quand ça marche, elle est pas bonne quand ça marche pas, et puis c'est tout. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est un bateau, on voit rouge et blanc. Rouge, on sait qu'on voit son côté bâbord, par exemple. Donc on sait qu'il fait route comme ça. Toi, tu vois, tu sais pas ce que ça veut dire. Ah, moi, je vois du noir. Ouais, tu vois du noir avec 2-3 lumières devant. On peut avoir une demi-heure de route, comme 3-4 heures. Si on part de nuit, 3-4 heures, on va pas tous rester debout à se regarder. Hein. Il y en a qui vont s'allonger, et puis au bout de 2 heures, il y en a un qui va prendre le tour pour que l'autre aille s'allonger. Bon, allez, moi je vais me faire un café. C'est un pilote automatique du coup? Ouais, c'est un pilote automatique, il fait pas tout seul. On lui donne un cap et il suit le cap. Donc après, c'est à nous de le rectifier suivant les récifs, les machins et tout. Mais au moins, il suit le cap, quoi. Ça évite de tenir la barre tout le temps. En fait. Voilà. On est allé boire ce café dans le carré. Peut-être qu'ils sont un peu usés de leur journée de pêche, mais ils s'animent en me racontant leur nuit sur l'eau. Moi, c'est le moment où je deviens blanche. J'ai pris des médicaments contre le mal de mer avant et pas trop mangé, mais je me sens tanguée. J'essaie de rester un peu digne en disant je vais faire un tour sur le pont. Ça les fait sourire. Ils me disent, tout le monde y passe, même nous quand on remonte après des vacances, et même des vieux marins qui ont fait toute leur carrière avec le mal de mer. Sur le pont, seul, je regarde l'horizon, les feux des bateaux au loin, d'autres marins qui scrutent la mer. Je pense à Anita Conti, une des premières océanographes. J'avais dévoré son livre Racleur d'océan, où elle décrit le quotidien d'une campagne de pêche en 1952, dans les eaux froides au large de Terre-Neuve. Les premiers bateaux usines. Page 110, elle écrit « Le pont est vide. Tout est noir sauf la double ligne des feux du pont et le projecteur. Tout est muet sauf le battement sans fin de la machine et le souffle énorme qui est le souffle des nuits. Il n'y a plus rien que la nuit. » Nicolas a pris le premier quart, dans la cabine où baigne une lumière tamisée. Les instruments clignotent sur le tableau de bord. Il me propose un café, mais je préfère rester à l'eau pour le moment. S'il n'y a pas un bateau et pas la côte, il n'y a vraiment rien autour de nous, donc on a juste les appareils pour se repérer. C'est une autre ambiance. Il y a le quart où quand on fait route, là c'est beaucoup plus cool, parce que bon, faut juste faire attention aux obstacles. On fait route, on va vers le lieu de pêche, ou alors on rentre au port. Mais il y a le quart quand tu es en action de pêche, après il est différent aussi, quoi. On est là à suivre le trajet de la traîne que le patron nous a donné. Alors déjà, quand on vire le filet, est-ce qu'on a mieux pêché que les autres collègues qui sont à bord? Bon, déjà, rien que ça. Quand on a des belles pleines lunes, on y voit un peu quand même. Là, elle est plutôt jaune que blanche, je dirais. C'est vrai que ça nous éclaircit vachement. On a une meilleure visibilité. Des nuits hyper calmes où vraiment c'est mer d'huile et puis
et puis que tu t'en vas dehors, fumer une clope, machin, c'est... Quand la mer est d'huile, tu penserais la nuit que c'est de la lave, quoi. Enfin, des coups, ça arrive quand c'est pleine lune et mer d'huile, mais ça, il y a quoi? Il y a 2-3 nuits dans l'année comme ça. Et là, ouais, là, tu te dis, t'es seul au monde, enfin, c'est cool, quoi, voilà. C'est rare, hein. Mais ouais, il y a un truc apaisant. Enfin, disons qu'on se donne le droit d'y penser. Si on y est, autant en profiter un peu, quoi. Là, ils dorment, ouais, je pense, ouais, ils dorment bien, ouais. Je pense, ouais. La dernière fois que vous avez dormi, c'était... On a dormi la nuit de lundi à mardi, et puis bah là, on va se recoucher mercredi soir, quoi. On dit toujours aller faire une sieste, parce que vu qu'on dort pas longtemps, on dit tiens, ou alors on dit toujours on va aller s'allonger. On dit jamais on va aller dormir. C'est genre quand le matelot il dit il reste combien de temps, tu lui dis bah il reste 3/4 d'heure, il dit bah je vais aller m'allonger. On dit jamais dormir, je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça. Mais quand tu dors, enfin si tu fais une sieste la nuit ou une sieste l'après-midi, la sieste la nuit est beaucoup plus puissante que la sieste l'après-midi, quoi. On dirait que le corps il sait quand même que c'est la nuit et il récupère quand même beaucoup plus, quoi. Ouais, la couchette, enfin nous on appelle ça des fois un cercueil parce que ça fait la même taille. C'est un rectangle, hein, c'est un rectangle fermé, quoi. C'est tout petit et en plus faut pas que ça soit trop grand parce que quand ça roule faut qu'on soit calé sur les côtés. Donc un lit de place ça serait complètement inutile, ça serait même chiant. Moi j'ai dormi quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est vraiment petit, quoi. C'est des petits sommeils. Et encore d'une oreille. On dort toujours habillé parce que on dort 3/4 d'heure par 3/4 d'heure ou 1 heure ou des fois 1h15 au maximum. Au début on a un peu plus de mal à s'endormir, le temps de s'habituer au bateau, tout ça. Quand il fait mauvais temps, ça bouge un peu aussi dans le lit bouge, quoi. C'est après le bruit du moteur. Puis comme ça au moins quand t'es couché et que le bruit change, ça te réveille, quoi. S'il y a un problème ou quoi. Je sais pas, mon bateau, il y a peut-être 6 mètres cubes, on évolue dans 6 mètres cubes, c'est un petit réfectoire, une petite passerelle, les petites couchettes. On peut se défouler que sur le pont, et puis on est entouré d'eau, donc quand vous faites la semaine comme ça, on est tellement content de goûter à notre confort en fait. Quand t'es dans ton lit, que tu peux dormir 8 heures d'affilée, c'est un cadeau, quoi. Je vois plus son feu rouge, donc je sais qu'il remonte. Je sais qu'il remonte vers le nord. Donc j'ai que son feu derrière arrière. Donc là, je sais que le danger, il est passé. On n'a pas de douche. Mais sur un bateau, en mer, je sais pas si t'as pas remarqué, on n'a pas de poussière. Je veux dire, c'est pas la même crasse, j'ai envie de dire. On se sent pas si sale que ça, contrairement une semaine à terre ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a pas du tout de poussière en mer. Vous regardez jamais derrière? Souvent. Non, parce que les bateaux rattrapants, en gros, c'est eux qui vont être en tort, quoi. C'est à eux de s'écarter. Après, il faut quand même faire gaffe. Ça, on a le radar, hein, donc on les voit arriver. J'ai mon grand-père qui a été pêcheur toute sa vie. Mon arrière-grand-père, mon grand-père. J'ai 2 cousins qui sont pêcheurs aussi à Port-en-Bessin. Mon père. Et puis après, mes oncles, mes cousins. Et c'est vrai que les histoires de pêche, dans la famille, j'ai un oncle qui a eu un bateau, mon grand-père a eu son bateau. J'avais mon frère qui était dans ce métier-là, et puis... J'en ai toujours entendu parler, je connais plein de monde qui fait la pêche, j'ai toujours vécu à Port, donc j'avais envie d'essayer aussi. Ouais, c'est une histoire de famille, mais comme pratiquement tout port de pêche sur la côte, c'est de père en fils, quoi. Et puis oui, non, c'est compliqué d'amener une femme à bord de la pêche au large. Pêche côtière, oui, il y en a, très peu, mais il y en a, mais vraiment très peu quand même. Et puis les femmes de pêcheurs, elles sont tous jalouses, donc imaginez une femme qui vient 8 jours en mer, je sais pas s'ils accepteraient que leur mari aille sur un bateau avec une femme, quoi. Et puis à l'époque, les anciens disent toujours que ça portait malheur, donc maintenant c'est fini ça. Mais voilà, il y a toujours ce petit superstition qui rôde toujours, quoi. Nos parents, là, c'était seulement la fameuse bête à grandes oreilles, il fallait même pas prononcer le nom, fallait pas siffler à bord parce qu'on se prenait une claque dans la figure, parce que si on sifflait à bord, ça veut dire qu'on appelait le vent. Bonne pêche, non, faut pas le dire, mais ça m'a toujours fait rire, quoi. Tout le monde croyait à beaucoup de choses à l'époque, parce que tout le monde essayait de se sécuriser avant tout, de revenir au bon port. Non, on part, on essaye de revenir, quoi. Extrait de Racleur d'océan, d'Anita Conti. Page 214. 22h. Cette fois-ci, le ciel se charge de partout et les nuages tombent comme des masses.
Sur la zone momentanément favorable qui n'excède pas 25 000 de longueur, 30 navires, chacun situé de 300 mètres de câbles et engins de chasse, tournent comme des bêtes de cirque. Chacun cramponné à la ligne de sonde choisie. En plein jour, cette ronde est pleine de risques. Par nuit claire, elle exige l'attention d'un joueur d'échecs. Par nuit de brume, elle est terrifiante. Là c'est les VHF, il y a des canaux et ça permet de se parler entre nous, ça permet de savoir anticiper quelle manœuvre il va faire. Enfin là c'est la fin de la baie de Seine donc ça va, les bateaux sont plus espacés. Mais quand c'est le début, on est sur ce qu'on dit dans notre jargon des taches de coquilles. Et là on est à 40 mètres, 50 mètres chacun l'un de l'autre en pêche, c'est très dangereux quoi. Là il faut être très très vigilant. Comme sur l'autoroute où il y a 1,50 m qui sépare une voiture de l'une à l'autre. Un bateau est beaucoup moins maniable qu'une voiture, je tiens à préciser, c'est complètement différent. C'est pas viser, c'est surtout des choix, parce que viser, on sait qu'à tel endroit, l'année d'avant, on a laissé beaucoup de petites coquilles, donc on sait qu'elle a grandi et là on va retrouver là. Et puis des fois, on suit des bateaux. Des fois on fait à son idée, des fois on suit des bateaux, enfin c'est un peu comme ça. Celle de ce soir là ? Celle de ce soir, je fais plus à mon idée, ouais. Parce qu'on a suivi des bateaux aujourd'hui et c'était pas terrible. Et puis surtout la météo est plus clémente, donc on va pouvoir travailler des fonds, on va pouvoir travailler des mers différentes en fait. Des fonds à cailloux et tout. On va virer les gars ? On va aller sur le pont après ? Ça se passe ? Ouais, alors si tu veux aller sur le pont, suis les gars, et ils vont te dire où te mettre, tu peux te mettre sur le côté du treuil et il n'y aura aucun danger. Après tu déplaces pas là parce que ça bouge, tu vas voir ça. Suis les gars en bas. Ouais. Quand on pêche, on est obligé d'allumer les projecteurs pour que les gars puissent voir le poisson. Alors là, ça éclaire tout le pont et un tout petit peu autour du bateau, quoi, mais pas très loin. Après, si on regarde l'horizon, ça reste noir. Tout poisson qui tombe sur le pont, c'est toujours comme un gamin. C'est toujours une sensation énorme. On sait jamais ce qu'on va pêcher. Enfin, on sait à peu près où on va, quelle espèce qu'on va pêcher, en quelle quantité, on ne sait pas. On trie par espèce. Donc on met toutes les sols à part, les plis à part, les tacos à part. On fait chaque espèce dans chaque bac. On s'imagine toujours si quelque chose casse, qu'on ne soit pas devant en fait. Quand on a un jeune à bord, généralement au début il se fait engueuler parce qu'il met les mains où il ne faut pas les mettre en fait. Il va aller vite et là il fait des conneries. Il fait des conneries, pendant que ça casse pas ça va, mais le jour où ça casse, le patron à la manette il peut rien faire, personne ne peut rien faire. Il part avec le matériel, ou il a une main tranchée, ou ça va très vite. Au départ, ils nous donnent que 1h30 de pêche, donc 1h30 de pêche, c'est suffisant quand on est au bon endroit, mais c'est énormément petit comme temps pour faire le quota, quoi. Ça peut être vite fait foiré, quoi. Voilà, donc faut que ça soit réglé comme du papier à musique, la manœuvre, l'endroit où on pêche, qu'il faut pas qu'on soit ennuyé, accroché au fond, ou alors si ça arrive de faire au plus vite, quoi. Enfin, tout en gardant le facteur risque, faut l'intégrer, quoi.
qu'on ramène de la bonne pêche, ça c'est sûr que là on est fiers. Il y a le sourire, il y a la joie qui revient. Et... Après il y a des jours sans, il y a des jours qui sont moins bien, mais bon, c'est plus rare. T'as été sur d'autres bateaux, toi? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, ouais. Une petite dizaine à peu près. Des plus gros, des plus petits, des moins bien. Le plus gros, c'était quoi? Quasiment 16 mètres, on partait la semaine. On essayait de ramener du bon poisson, mais bon, la plupart du temps, on faisait du tonnage, quoi. On ramenait de la roussette, de la raie, en grosse quantité, quoi. On va ramener de la tonne, plusieurs tonnes de poissons, quoi. Quand il n'y a pas la qualité, on essaye de ramener la quantité. C'est surtout ça. C'est ce qui paye à peu près les factures, quoi, comme on dit. Page 246. L'usine entière bat aux cadences de 60 hommes et d'une seule passion, réussir. 24 heures, 48 heures, 72 heures, personne ne compte plus, pourrait-on croire. On se tromperait. Ici, on vit entre une balance et un chronomètre, entre les tonnes et les minutes, qu'elles soient de temps ou d'espace. Le poisson donne, l'usine tourne, et chacun, haletant, compte en soi-même. Il y a des endroits, tu sais qu'il y a de la coquille, mais les conditions climatiques ne sont pas là pour y aller, tu vas pas, quoi. Parce que si tu y vas, ça sert à rien, ça va déjà être dangereux déjà, et en plus tu vas pas pêcher. C'est lourd, hein, ça représente au moins 3 tonnes derrière. Si jamais il y a en plus de la mer, faut faire attention. Il faut que ton bateau soit stable, donc pour qu'il soit stable, il ne faut pas qu'il y ait de mer. De toute façon, on est au milieu de l'eau, c'est un élément qui est assez fort quand même. Hein. Quand il fait mauvais temps, tout ça, le métier reste dangereux, il faut faire attention. Un bateau, ça peut avoir une voie d'eau, hein, ça peut couler malgré que les bateaux ont changé, ça reste. Il y en a qui coulent encore. Hein, c'est pour ça que faut y penser, mais en même temps, faut pas y penser non plus. Hein. On va pas à la mer avec ces idées-là. Hein. Le but c'est de rentrer, donc ça peut encore arriver. Déjà, il faut essayer de pas juger, parce qu'il y a des fois, quand il arrive un truc, tu te dis merde, c'est con, putain, il aurait fait comme ça, peut-être que ça aurait été. Et je donne pas des leçons quand je dis ça, parce que moi je ferais peut-être exactement la même bêtise, parce que dans la panique, dans tout le truc, c'est que simplement que ça te fait chier de voir quelqu'un partir, et même les gars. Pas sur celui-là, sur le Bel Espoir, ou une bonne frayeur, quoi. Une nuit marquante, ouais. J'ai mon oncle qui est péri en mer, j'ai mon cousin. Parce que pareil, pas de repère ni rien, et puis... c'était une croche difficile, mauvais temps le début dans le métier, donc pas aussi rassuré. Des craintes, quoi, des questions, et... Là, 15 jours, 3 semaines, 3 jeunes qui ont sombré, on ne sait pas encore trop les circonstances. Pour eux, ce serait peut-être une croche. L'année dernière, pareil, au mois de janvier, 3 personnes, pareil, 3 jeunes qui ont le bateau à chavirer. Ouais, là, ça fait un peu trop, quoi. Bon, c'était le début de la pêche. Le temps d'en revoir 2-3, et puis après, on s'y fait, quoi. Mon premier sentiment, c'est de la rage un peu, parce que je me dis merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait peut-être pu être évité, enfin machin. Après, c'est comme ça, hein, faut faire attention. On essaie de faire le maximum attention. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais après, la mer, un mystère d'improviste, une mauvaise croche, un sous-marin, un navire qui nous percute parce qu'il y a un manque de veille, un cargo. Beaucoup d'accidents en fin de marée, quand il y a la fatigue qui se met, on est moins concentré. Tout cap peut péter à tout moment. Donc c'est juste à bien essayer de placer l'équipage où il faut. On a une croche dans le fond, quoi. On soit un rocher, une carcasse, peu importe, quelque chose qui est plus lourd que nous, quoi. Qu'on n'arrivera pas à traîner, ou ça stoppe le bateau, quoi. Faut réagir vite. Et... c'est souvent le patron qui gère, parce que quand on est à la coquille, on est sur le pont, donc on touche pas aux manettes. Ça va, bon patron réagit vite, donc pas de souci à se faire là-dessus. Page 245.
Ils sont pris, dit-il. C'est évident, voilà bien 1 heure que 2 Portugais manœuvrent côte à côte. L'un d'eux a pêché son collègue. C'est comme le câblier, commence Rêcheur, et il disparaît vers le balcon. À ce moment surgit le second capitaine, tasse de café à la main. Il est minuit, il vient de se réveiller. Je continue l'histoire, dit-il. C'était à Terre-Neuve. La morue était en piole juste sur le passage du câble transatlantique Brest-New York. On essayait bien de chaluter sans toucher le câble, mais quelquefois, une encablure par-ci, une autre par-là. Et le navire câblier des postes était sur son câble pour réparation. Et tous les soirs, il dormait amarré dessus pour reprendre son travail au jour. Une fin de nuit, un collègue a bien senti que son chalut était lourd, et ses freins ont filé. En même temps, le navire câblier s'est mis à hurler. Il gueulait de toute sa sirène, et ses sifflets, et ses klaxons. Le collègue avait pêché le câble Paris-New York, et le navire câblier avec. T'as pas la main sur la manette? Au moins t'auras vécu une étale. Le bac il va sauter, le bac à poisson. Ouais, bah là ça devrait pas tarder à se lever, encore une demi-heure je pense, hein. Puis ça va pas tarder à se lever. On va revirer, on y retourne quoi. Oh là ça va être 6h30, 7h moins le quart ouais. Là le soleil va se lever là, hein, à l'est. Les Parisiens peut-être qu'ils s'en rappellent plus où le soleil se lève. Ça va être par là, on va le voir se lever par là, ça va être beau, normalement. La nuit est étoilée donc à mon avis, il devrait faire beau. La journée c'est quand le jour se lève, ouais, la journée. Et puis voilà, bah, la journée pour un pêcheur c'est important, en fait, c'est important parce que généralement, bon, bah, quand on est au poisson, c'est le trait qui paye le plus, quoi, parce que la nature se réveille, alors on est là pour en pêcher un peu. Et puis pour celui qui est de carpe, c'est le trait le plus dur. C'est celui-là où vous avez vraiment envie de dormir, quoi. Là, l'horloge biologique qui vous rappelle à l'ordre, qui nous dit qu'on n'a pas assez dormi. Quand c'est notre tour d'aller se coucher à ce trait-là, on est content. Dommage pour celui qui est de carpe, mais comme ça. Quentin s'apprête à rejeter à l'eau son dernier trait, toujours accroché à l'espoir d'une pêche miraculeuse. Cet espoir qui, sans doute, malgré le manque de sommeil ou le gros temps, les fait tenir debout, funambules entre les caisses et les outils sur le pont glissant. Merci à Quentin Yonnet, Jérôme Viclin, Nicolas Varin et Maxime Lecaer pour leur accueil. L'Insomniaque. Une émission écrite et réalisée par Camille Juseau, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Samuel Hirsch.
On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion nocturne sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur arteradio.com.